Merci beaucoup. Alors, on va essayer, nous, de rester dans l'axe. Mais en fait, ça me plaît. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas revu Avida. Mais en fait, je me sens totalement dans la peau du taxidermiste qui arrive avec son œuvre à la fin et qui dit « C'était bien, hein, c'était bien, hein, devant les gens très perplexes. « C'était bien, hein, c'était bien, c'était bien, non, c'est pas bien. » Mais non, mais en plus, je trouve que le film ressemble à son œuvre, en fait, l'espèce de renard avec une crête d'aiguille comme ça. Je trouve que ça représente vachement symbolique du film, à la fois sur la nature, la maltraitance à la nature, aux humains, et puis un peu sur la dope quand même. Hier, quelqu'un nous reprochait de ne pas avoir vraiment parlé de la dope dans Le Grand Soir, mais je pense qu'on en a assez parlé dans ce film-là, finalement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, alors toi tu venais de Saint-Quentin, et est-ce que là-bas tu allais souvent au cinéma, quels étaient les films que tu voyais comme ça quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, les films qui t'ont marqué à cette période-là, avant ton arrivée à Lille? J'ai mon frère et ma soeur qui sont là, donc je vais pas pouvoir mentir. Non, mais on allait au cinéma, relativement peu souvent, une fois par an, à Noël. Je me souviens du premier film qui m'est réellement traumatisé, c'était Dumbo, parce que j'avais des oreilles encore plus décollées que maintenant, et c'était vraiment catastrophique d'être moqué par ses propres cousins à la sortie de la salle. Mais c'est vrai que, bon, si, on a eu la télé très tard, hein, mais c'était une télé noir et blanc avec une mouche au milieu, parce que c'était acheté chez Emmaüs par ma mère. Donc on a eu peut-être effectivement droit au cinéma de minuit de temps en temps, mais encore on n'avait pas trop le droit. Et puis ensuite, oui, on est allé voir tous les Charlots, hein, les Charlots font l'Espagne, etc. Enfin bon, bref. Mais à part ça, c'est vrai que c'est seulement à partir de la terminale que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma, parce que il y avait mon responsable des études qui s'appelle toujours Raymond Desfossés, et qui était un fou de cinéma, et qui, grâce à lui et avec lui, on a monté un ciné-club, et donc on a passé pas mal de grands classiques au lycée, quoi. Enfin, et ça m'a permis quand même d'avoir un début de culture cinématographique, quoi. Mais puis ensuite, je suis allé, on va dire, 2 fois au cinéma par semaine depuis maintenant 40 ans, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Mais c'est tout, mais je suis pas un gros décortiqueur de films, ni, j'ai une mémoire de 3 jours, donc je suis capable d'oublier. Tout à l'heure, je cherchais après le nom de DiCaprio, donc ne me posez pas trop de questions précises. Non, pas trop précises, mais je sais qu'on avait eu l'occasion de discuter la dernière fois que tu étais venu, et il y avait des cinéastes, notamment les premiers films de Polanski, ou certains films de David Lynch qui avaient nourri quand même aussi. Ouais, c'est vrai, c'est des cinémas. S'il fallait quand même donner quelques noms, effectivement, à part Chaplin, quand même, vraiment. Et puis ensuite, plus les gens un peu qui mettent le mystère et disons, le côté malaisant en avant. Mais c'est pas ce qu'on fait vraiment avec Gus, quoi, mais j'aime bien, effectivement, des cinéastes comme Polanski, Lynch, etc. Mais ça se ressent pas forcément dans nos films. Et effectivement, j'aimais beaucoup aussi Kaurismäki, donc là, ça se ressent peut-être un peu plus. Ça, c'est aussi pour ça qu'on a voulu le rencontrer dans notre premier film Altra, quoi. Et Kaurismäki, du coup, vous l'avez rencontré, mais David Lynch, vous aviez essayé de le rencontrer. Mais avec Gus, c'est ça qui est bien, parce qu'on est à 2 compères, quoi. On est des complices on est assez proche de ce qui se passe dans le film, là, c'est-à-dire quand les 2 bras cassés qui essayent d'enlever un chien nous, c'est un peu la même chose, mais de façon un peu moins brutale, mais on n'a rien ne nous fait peur, quoi. Donc effectivement, à un moment, on voulait absolument rencontrer David Lynch, mais on n'en avait pas, on n'avait pas de moyen de le faire, et puis un jour, on tombe par hasard dans Paris sur un photographe avec qui on discute, et on lui parle de Lynch comme ça, parce qu'on pensait lui faire jouer le rôle du milliardaire au début de Davida, quoi. Et on voulait lui demander, en tout cas. Il nous dit « Ah, mais si, mais il est à Paris en ce moment. » Oui, mais on dit « Il est à Paris, mais oui, mais nous, on ne connaît pas. » Mais non, vous allez aller voir, il est toujours dans le même hôtel, quoi. Donc il nous donne le nom de l'hôtel, un hôtel aux Champs-Élysées. Nous, on y va, comme ça.
en se disant, bon, bah, je sais pas, on va peut-être essayer d'avoir un rendez-vous avec lui. Donc on demande à la réception, est-ce que M. Lynch est ici? Il nous dit oui, oui, mais en fait, il fait le numéro directement de la chambre et il nous le passe, quoi. Donc c'était carrément le stress total, parce qu'on ne savait pas quoi lui dire, et on parle 3 mots d'anglais chacun, donc c'était... yes, Mr. Lynch, we have a project of a movie for you, enfin bon, un truc dans le genre, quoi. Puis j'entends, now, enfin, et moi je comprends now, enfin je comprends maintenant. Alors que c'était no, c'était vraiment tout de suite. Donc je répète mon truc, oh yes, it's to be an actor now. No, it's no. Il a raccroché violemment. Donc c'était notre seul contact avec David Lynch, par l'intermédiaire d'un téléphone d'hôtel. Et au-delà du cinéma, il y a aussi, on voit bien sur les 5 films qu'on a pu voir, et notamment Avida, et l'influence aussi que peut avoir aussi dans votre travail la peinture ou le graphisme ou la bande dessinée ou des choses comme ça. Est-ce que vous vous sentez proche oui, de enfin, on s'intéresse à beaucoup de choses, et effectivement, par exemple, ce film-là est né dans notre tête. On a sorti Altran, et il se trouve qu'on a été pris au festival de Rotterdam. Donc on était vraiment très contents, très surpris d'être pris avec notre film là-bas. Mais en allant présenter notre film à Rotterdam, on en a profité pour aller dans plusieurs musées, dans le Boijmans Museum, etc. Et donc on a vu plein d'œuvres qu'on espérait voir, non seulement de peinture flamande, mais aussi des surréalistes, etc. Et la peinture de Dali nous a interpellés, et c'est ce qui a commencé à nous mettre sur la voie de cette histoire, enfin de cette histoire d'un esclave sourd-muet qui essaye de reconstituer un tableau pendant tout un film, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de Velvet, justement? Qui est Velvet, pour ceux qui ne la connaissent pas? Velvet, en fait, c'est comme beaucoup de gens qui sont dans nos films, c'est des gens vraiment humainement étonnants, attachants. Et Velvet, on cherchait donc, pour le bien du film, on cherchait disons, on va dire, une femme imposante. Et donc on a commencé un casting, mais Velvet, elle a ça d'extraordinaire que, bien sûr, elle avait déjà une volonté d'être un peu actrice. Elle se mettait en avant dans un site internet pour faire la promotion justement des femmes fortes, et pour oublier leurs complexes, et pour montrer, enfin, elle est elle-même ancienne mannequin, et c'est une décision de sa part de grossir sans complexe et de le revendiquer, donc bon, ça déjà c'était intéressant. Il se trouve que dans la vie, elle est aussi éducatrice de jeunes enfants, etc. Donc elle a aussi quand on l'a rencontrée, on a fait un casting, on a rencontré plusieurs personnes, mais c'est vraiment avec elle qu'on a vraiment senti que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant pour le film, quoi, à tous les points de vue, et aussi, non seulement par elle-même, par son image, mais aussi par ce qu'elle dégage, quoi. Mais c'est un peu comme ça qu'on procède. C'est quelque chose, je ne sais pas, le cinéma des autres cinéastes, on ne sait pas trop leur façon de fonctionner, donc on ne sait pas, mais nous en tout cas on a quand même une originalité, c'est qu'on ne fait pas faire un seul bout d'essai à personne, quoi. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit à quelqu'un qu'il était pris dans le film, on attend le premier jour de tournage pour lui dire action, quoi. Mais donc il faut vraiment avoir un vrai bon feeling, c'est-à-dire se dire, enfin essayer pour pas se tromper, il faut bien sentir les gens quelque part. Et puis après il faut les mettre en confiance. Par exemple, on se sent pas du tout, mais il y en a qui arrivent à faire des films magnifiques en ayant au contraire une méthode très directive, très autoritaire, et en les poussant les acteurs à bout pour les emmener au bout de leurs limites, à la limite du craquage psychologique. Et nous, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire on veut les mettre absolument en confiance, puisque c'est souvent des gens qui ne sont pas acteurs, soit qui sont des gens qu'on a rencontrés dans la rue, dans la vie, ou bien soit des gens qu'on fait passer d'un métier à un autre, des dessinateurs qu'on fait passer devant la caméra, ou bien des réalisateurs, et ils sont pas forcément, ils pourraient être un peu tendus, quoi. Donc nous on fait tout pour justement
les détendre. Le fait que nous-mêmes, on se sente nous-mêmes tous les deux avec Gus, le fait d'être à deux, par exemple, c'est vachement important aussi, parce qu'il peut y avoir un des deux qui tombe un jour de mauvaise forme, on est tendu, il y en a un des deux qui est tendu, si cette tension est ressentie par quelqu'un, par un acteur, ça peut vite dégénérer, ça peut vite mal se passer. Et comme on est nous-mêmes, enfin on s'épaule l'un l'autre, on arrive à mettre tout le monde en confiance, plus notre équipe qui elle-même est aussi en phase avec nous, qu'on est détendu, c'est-à-dire on est, je sais pas comment dire, mais pour nous, faire du cinéma, c'est un bonheur, quoi. On fait un film tous les 2 ans, on met un mois pour le faire, on retrouve nos bons copains de tournage, et donc c'est vraiment... c'est un tournage, c'est un moment où on amène en plus tous les gens qu'on a rencontrés, des gens intéressants qu'on a rencontrés pendant 2 ans, ou les gens qu'on aurait aimé rencontrer, qu'on rencontre à l'occasion d'un film. Donc il n'y a pas de quoi aller ni dans le stress, ni dans la tension, quoi. Et c'est comme ça qu'en général, on a réussi à faire en sorte que tout le monde s'en sort bien au jeu. Enfin, a priori, hein, il y a des petits... bien sûr, c'est pas toujours si simple que ça. Hein. Je repense par exemple à notre ami Lémi Setol, qui est l'acteur qui joue le petit monsieur belge qui doit tuer un patron en Belgique. Lui, on ne lui avait pas fait faire de bout d'essai, mais on a eu le malheur de déjeuner avec lui avant, et lui, il a eu le malheur de dire son texte, le texte qu'il devait interpréter enfin, 1 heure ou 2 après, et on s'est dit, merde, il joue pas bien, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on l'a affublé d'une collerette comme ça pendant... On lui a dit, il y a un petit truc à changer, tu vas avoir un accessoire, et là, c'était carrément une collerette, pour qu'on puisse changer sa voix après, on pose synchro. Donc c'est un peu salaud, mais bon, on l'a fait quand même. Et puis après, comme lui-même, il s'est senti en confiance, puis même, ça aurait peut-être pu marcher d'ailleurs, dès le départ, mais lui-même, du coup, on lui a enlevé sa collerette à la moitié de sa prestation, si bien qu'on le voit quand même bien. C'est encore plus surprenant d'ailleurs de le découvrir au centre de sa collerette, comme ça, avec sa moustache et son air perplexe en regardant la télévision, donc il ne sait même pas ce que c'est. Enfin, ça, c'est un gag d'hier que je raconte pour ceux qui n'auraient pas compris, mais je les comprends. C'est-à-dire qu'il tape sur la télé, il se demande ce que c'est, puis ensuite il essaye de voir d'où viennent les personnages de la télé en suivant le fil de sa télévision. Bon, c'est un truc, c'est très particulier. Mais... Bon, enfin, bref. C'était une façon de parler aussi de direction d'acteur, c'est ça, quoi. C'est plus une mise en confiance des acteurs. Donc pas de préparation avant, aussi bien avec les acteurs qui ont une certaine expérience. Il faut vraiment qu'un acteur demande, pour Le Grand Soir, je ne sais pas pourquoi, Poulvord nous a demandé de travailler. Simplement, on a pris un repas, on a picolé, puis voilà, on avait travaillé. Mais, non, mais on ne se voit pas du tout en train de... Mais il y en a qui font des répétitions pendant des lustres, hein, mais moi je trouve que ça n'apporte que de l'attention, et qu'en plus, ça c'est par exemple, avec un acteur comme Gérard Depardieu, qui est certainement le meilleur acteur avec qui on n'ait jamais travaillé, et il rejoint tout d'un coup, quand un acteur devient hyper... le plus fort des acteurs, c'est quand il redevient comme un acteur sans peur, et puis surtout quelqu'un qui est dans l'instant, qui pense pas à ce qu'il va faire, en fait. Et on s'est même rendu compte, pendant le tournage de Mammouth, que Depardieu n'arrêtait pas de nous sortir des vannes, mais d'une lourdeur. On se disait, attends, il est lourd ce mec, c'est pas possible, quoi. L'histoire de Toto, de chatte, de ceci, de machin, c'était épuisant. Et puis il n'arrêtait pas, et puis il recommençait, il a raconté 4 fois de suite. On dit, en plus, il est con, quoi. Et en fait, non, c'est parce qu'on s'en est rendu compte au bout de 2 jours de tournage, on s'est rendu compte que c'était sa façon d'évacuer la prévision de ce qu'il allait faire. C'est-à-dire, contrairement aux acteurs qui restent tétanisés dans un coin en pensant à ce qu'ils vont faire, lui non, il veut surtout pas penser à ce qu'il va faire. Et donc pour même pas ne pas l'ombre d'un a priori, quoi. Il arrive et puis il sortira sa vanne, il va te la sortir 15 fois, tu vois. Et puis juste au moment du action, tout d'un coup, il est capable d'être d'une puissance et d'une dramaturgie folle, quoi.
Alors que 3 secondes avant, il parlait des couilles à Toto, quoi. Enfin, mais lui, c'est pareil, il n'y a pas vraiment besoin de le diriger, sauf, on l'a peut-être dit 1 ou 2 fois, là, t'en fais trop, ou des choses comme ça, ou peut-être, certains acteurs, voilà, on leur dit simplement quand ils en font un peu trop, parce qu'on a retenu quand même de notre leçon finlandaise de départ, d'essayer d'être sobre et de pas trop en dire, quoi. Ça bougera peut-être, ça, parce qu'on ne veut pas se répéter non plus. Et justement, là, si on reste sur le travail avec les acteurs, sur les premiers films, du coup, aussi bien toi que Gustave, vous étiez dans les personnages principaux. C'est quoi qui a fait que petit à petit, avec les films suivants, vous avez arrêté? Est-ce que c'est parce que du coup, c'est bon, là, porter 2 casquettes comme ça, c'est énorme? C'était quoi ce qui a fait que petit à petit, vous avez arrêté? C'est toujours un peu la même chose, c'est la volonté de ne pas refaire. C'est-à-dire que si on avait fait un film, on était les 2 personnages principaux, mais c'était autant pour des raisons d'aventure que d'argent, ça nous permettait d'être très peu nombreux et de tout faire en même temps, donc c'était intéressant, mais moi j'ai pas du tout de velléité justement, je me trouve trop tendu pour être acteur, je n'ai pas du tout j'ai pas ce don-là, j'ai pas ce don d'être tout à coup détendu. On y est arrivé dans Altram parce que c'était vraiment un film de potes et on se marre, on se marre en dehors des prises, mais ou bien quand je fais Michael Cole devant une petite équipe de Groland, ça va, quoi. Mais imaginez une plus grosse équipe face à des grands acteurs, etc. Franchement, je flipperais trop et ça se ressentirait sur le jeu, et donc le film en pâtirait, donc c'est pour ça que je veux pas le faire. Mais par contre, Gus, lui, c'est un vrai bon acteur, c'est-à-dire qu'il a une façon il a un espèce de regard noir, mais il arrive à ne pas justement stresser, à rester lui-même, quoi. C'est un des rares personnages que je connaisse que tu peux filmer sans qu'il dise un mot. D'ailleurs, on l'a vu pendant tout ce film-là. Il dit pas un mot, mais il est là, il en impose, il existe, quoi. Mais lui, donc, par exemple, il peut se retrouver face à des grands acteurs dans Le Grand Soir. La scène face à Depardieu, c'était quand même quelque chose, parce que c'est première prise, bonne prise, quoi. Face à un géant comme ça, avec un putain de texte et une putain de confrontation, et puis Depardieu qui en revenait pas, quoi. Donc ça, il faut savoir assumer ça, parce que si on sait pas, ça peut être... Enfin, acteur, c'est horrible, parce que si on n'y arrive pas, mais alors là, psychologiquement, c'est un supplice, parce qu'on vous demande de le refaire, de le refaire, de le refaire, de le refaire. C'est le cauchemar. Et là, on va le retrouver avec Catherine Deneuve. Là, du coup, je pense qu'avec Catherine Deneuve, ça doit bien se passer aussi. Non, il n'y a pas de raison, quoi. Franchement, il a tout ce qu'il faut pour... Enfin, il est un bon acteur. Et Gus, c'est un peu comme dans les films, c'est pas des rencontres fortuites. Gus, je l'avais quand même vu dans l'émission de Plein de Super, et c'est avec sa tête de clochard céleste et ces panneaux en carton avec marqué des noms de villes où il y avait des concerts punk, etc. Et ces délires ivre-mort en train de sauter dans la foule. Enfin, j'en ai peut-être vu que 3, quoi, mais à chaque fois je me suis dit, ah, ce mec-là, il me fait rire. Enfin, donc il y avait une proximité d'esprit, ce qui fait que quand tu vois un gars comme ça dans la rue, tu le salues, il te salue parce qu'il devait savoir aussi ce que je faisais. On s'est d'abord vu comme ça, simplement d'avoir dit bonjour comme ça, mais on s'est pas revu. Et c'est l'année d'après qu'on s'est revu toujours à Cannes. Et là, on a vraiment sympathisé. Et en plus, nous, on avait besoin de nouveaux auteurs parce que Groland allait passer à un rythme plus... Enfin, c'était plus seulement une fois par semaine, ça devenait quasiment une fois par jour. Donc il nous fallait de nouveaux auteurs. Et donc, mais c'était plus une relation d'amitié potentielle. Tu dis, ah putain, qu'est-ce qu'on va rigoler avec un mec comme ça. Et effectivement, on s'est bien marré. Et lui, il était même incapable de dire s'il saurait écrire un sketch. Il n'avait jamais écrit vraiment... Enfin, il avait écrit des trucs comme ça pour Arthur, etc. Mais écrire des petites histoires, des sketchs... il l'avait jamais fait, et il nous disait, mais attendez les gars, je suis pas sûr de y arriver, etc. Et c'est pareil, c'est comme ce qu'on fait avec les acteurs. On a dit, mais si, attends, si tu trouves des idées comme ça, tu es capable d'écrire des sketchs, il n'y a pas de raison. Et donc on l'a poussé à venir avec nous, et puis il est venu avec nous, et puis il a commencé à écrire, et puis il écrit vachement bien, donc on s'est bien entendu, et on est devenus potes, et ensuite on est tellement devenus potes que pendant l'émission,
on a fait des trucs que Moustique, vous les trouvez pas, enfin, était moins fan de certains trucs, mais il voulait pas les passer dans l'émission. Donc nous, on s'est dit, bah, on s'en fout, on va les faire nous-mêmes. Et ça a donné d'abord une petite série qui s'appelait Toc 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 le matin sur Canal chez Alexandre Devoise, où on jouait deux gros homos avec Gus qui était toujours au lit en train de je sais pas quoi faire. On se demandait toujours mais qu'est-ce qu'il fout. Alors, il pouvait être avec une moto, enfin c'était n'importe quoi, enfin une tour Eiffel où on se disait mais qu'est-ce qu'il avait encore fait quoi. Et moi j'arrivais toujours du boulot fourbu. Oh là là, je suis fourbu, je rentre du travail. Enfin, puis avec lui qui paraissait hyper gêné. Et moi, à chaque fois, le truc, c'était très très con. Je prenais ma veste et j'allais la mettre dans le placard. Et dans le placard, il y avait toujours quelqu'un. C'était des gens improbables. Ça pouvait être François de Closet, ça pouvait être, je sais pas, un sportif, Joël Robert, ou Maurice Pialat, etc. Enfin, des gens à qui on demandait de jouer ce truc-là. C'était hallucinant, quoi. Tu vois, c'était vraiment hallucinant. Il fallait vraiment avoir beaucoup d'humour pour le faire, tant si bien que même parfois il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. C'est-à-dire que François de Closet, par exemple, il avait on le mettait dans le placard avec une énorme fusée Ariane, mais ça veut dire qu'il venait de lui foutre une grosse fusée Ariane dans le cul, quoi. Alors donc, j'arrive, j'ouvre le placard, et là, François de Closet comprend seulement ce qu'on voulait dire dans notre sketch, quoi. Il n'avait pas bien compris. Alors je dis, quoi, François de Closet? Puis elle lui dit, non, mais attendez, j'ai rien à voir avec ça. Non, bon, on va la refaire, François. Non, mais attendez, j'avais pas bien compris. Ah non, trop tard. Bon, bref. Donc, voilà, enfin, mais c'est des rencontres qui nous ont permis des aventures parallèles qui nous ont permis de rencontrer des gens, dont Piala, par exemple, avec qui on a eu des discussions, des repas, et qui nous parlaient cinéma, qui nous parlaient du cinéma français généralement pas en bien. Et puis qui nous disait mais allez-y, de toute façon c'est tellement nul le cinéma français, enfin vous pouvez pas faire pire. C'est lui qui vous a poussé à... Ouais, non mais ça a contribué. Ça te donne confiance parce que tu dis pourquoi, enfin c'est une petite idée qui se met dans ta tête sans trop, tu poursuis pas, mais enfin tu dis donc c'est pas non plus impossible, c'est vrai il a peut-être pas tort au fond quoi. Ce qui fait qu'ensuite, on a connu d'autres gens, mais surtout en Belgique, dont un producteur, donc Vincent Tavier, qui était un des mecs de la bande de C'est arrivé près de chez vous, dont on adorait tout ce style et toute cette façon de faire des films, livres, comme ça. Et Vincent, on l'a rencontré 2-3 fois, puis quand on était un peu pété, on lui disait « Ouais, tiens, on a une idée de film », puis il disait « Oh non, ça c'est nul, ah non, c'est nul, ouais, non, c'est nul, ah putain, encore plus nul que la dernière fois. » Et puis un jour, je lui dis ouais, « Un road movie avec 2 mecs en chaise roulante. » Ça c'est bien, ça. Ça d'accord, on le fait. Donc, mais il nous dit, mais déconnez pas, hein, si je le fais, je le fais. Donc, rendez-vous dans 2 mois, vous me faites le scénario et moi je vous ramène le fric. Et effectivement, 2 mois après, comme je le racontais déjà hier, on s'est retrouvés, on s'est donné rendez-vous au tournage du clip des Vents Passent et on s'est retrouvés, Gus, moi et Vincent, habillés en mafioso parce que c'était le scénario du clip, avec plein de faux billets de banque comme ça en train de faire les cons, mais il y avait vraiment les contrats de notre film qu'on a signé pendant le tournage du clip. C'est pas mal, hein. Avec Kassovitz aussi, ça s'est fait. Non, avec Kassovitz, c'était pire. Hein. Ah, Kassovitz, c'était du délire. Ah non, c'était délirant, mais je sais pas si je peux raconter. Mais en tout cas, avec Vincent, c'est très bien passé. Et enfin, avec Kassovitz aussi, mais avec Vincent, une fois que c'est parti, lui, de son côté, il a réuni l'équipe, avec Hugues, avec Guillaume, avec toute l'équipe qui est restée, celle d'aujourd'hui, donc ça c'était quand même extraordinaire. Et puis nous, on a ramené le scénario et on a finalement, avec un budget de 150 000 francs amené par un notaire flamand, donc c'était pas non plus... qui joue dans le film, donc c'était pas la grosse cavalerie, c'était un road movie en camionnette, à une dizaine dans une camionnette de Picardie jusqu'en Finlande, quoi. Et Kassovitz, c'était encore plus dingue parce que pour le scénario d'Avida, vous aurez compris que comme le héros est sourd-muet, il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein, on est bien d'accord. Donc quand on montre un scénario de 30 pages, 30 pages, je crois, 30 pages à un producteur, à chaque fois, on l'a vu 3-4 fois, hein, c'était ah oui, très bien, écrivez-le. C'est-à-dire que mais il est écrit, il est là, il y a toutes les scènes. Non, mais je veux dire, écrivez-le, arrivez au moins à 100 pages, parce que sinon c'est pas un film. Mais je vous jure, il est là, il y a 30 pages, mais c'est un sourd-muet. Bon, et vraiment, on se disait, mais
on n'y arrivera pas. Puis il y avait notre date limite, c'est-à-dire que nous, on doit tourner pendant les vacances tous les 2 ans. Donc on voyait la date limite qui arrivait, ou le moment où ça serait plus possible de tourner le film. Donc on apprend que Kassovitz va faire des films indépendants. Il monte une boîte, ça s'appelle MNP. Et donc on lui envoie ça, quoi. Mais comme à d'autres, quoi. Et lui, ça je me rappellerai toute ma vie, j'étais déjà dans ma campagne en train de regarder les SMS et tout. Un message vient de Kassovitz, je regarde, ne changez pas une ligne, c'est formidable, on le fait. Voilà. Et donc ensuite, mais alors après, il y a eu un... ça serait trop simple. Après, il y a eu un truc, comment dire? Non, parce que en fait, en vrai, c'était pas ça. C'était quand on avait écrit le film. Il y a eu une phase avant, beaucoup plus problématique, où il a voulu nous voir dans un café pour qu'on lui raconte le film. Et en fait, avec Gus, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Moi, j'étais à la Bourge, je venais d'Angoulême. Enfin, on avait un quart d'heure de retard, Kassovitz s'impatientait, machin. Enfin bon, puis moi, j'étais stressé. Puis on commence à raconter le film, mais vous avez vu le film, donc c'est pas simple à raconter. Hein. Donc Gus commence à expliquer le film comme il peut, quoi. Et moi, à un moment, je sentais que Kassovitz commençait un peu à nous regarder bizarrement. Donc j'arrête Gus, je dis non, enfin c'est pas ça, enfin non, c'est pas exactement ça. Et là, Gus prend la mouche parce que je l'ai coupé pendant son truc. Et là, on se met à s'engueuler, quoi. C'est la seule fois de notre vie qu'on s'est engueulé. C'est devant un producteur, au moment où il fallait pas s'engueuler. On commence à s'engueuler. Ah, tu commences à te faire chier, putain, je vais pas te dire ce que je veux pour le film. Ah, bah oui, mais c'est pas ça, mais tu peux le dire autrement. Enfin, puis on part en couille et tout, quoi. Et on voyait notre Kassovitz, il nous regardait comme ça. Puis moi je me barre, je vais au chiottes, puis quand je reviens, Gus n'est plus là, et puis après, donc il se retrouve tout seul. Moi je dis, oh, puis va te faire foutre avec ton pognon, et je me barre aussi. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? Vraiment trop con, je rappelle Gus qui... c'est vraiment des cons, putain, bon, bref. Et je rappelle Kassovitz, mais lui il se marre, il dit oh putain bravo les gars, vous m'avez bien eu. Parce qu'il pensait que c'était une caméra cachée, quoi. Pas possible autrement. Enfin, il dit oh, oui, là, c'était drôle. Hein. C'est comme ça qu'on a pu sauver la situation. Il y avait un autre truc marrant, parce que pendant que j'étais parti aux toilettes, il n'arrêtait pas de regarder partout, donc il cherchait les caméras cachées en fait. Et puis il n'arrêtait pas de faire des clins d'œil à Gus pour lui dire et Gus a cru qu'il était homo, donc ça n'a absolument rien arrangé à la fin, c'est pour ça qu'il est parti. Non mais c'était une catastrophe cette soirée, rattrapé in extremis par le scénario lui-même. Mais après, Kassovitz il a été génial parce qu'il nous a laissé une vraie liberté vraiment étonnante, quoi. C'est un film qui est particulier tout de même. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment vous travaillez justement à deux là, avec Gustave au moment est-ce que comme certains vous avez un petit carnet, vous notez un certain nombre d'idées, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous dites bon bah, maintenant on se pose, on a non, ce qu'il y a c'est qu'on se voit toutes les semaines pour l'émission, donc mais on gamberge chacun de notre côté et donc on n'arrête pas de discuter de là où on en est de nos projets, enfin de notre projet, le projet qui vient, quoi. Et donc mais on gamberge chacun de son côté, et ça c'est un truc que j'ai appris aussi, c'est qu'on n'écrit pas un mot avant d'avoir toute l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'on a tellement, enfin, c'est tellement chiant d'écrire un scénario de 100 pages, de le réécrire, et puis après de réécrire, et puis après on arrive à la phase avec les chaînes, il faut réécrire, puis un nouvel acteur, il faut réécrire, puis après t'arrêtes pas, tu l'as fait 10 fois, t'as fait 1200 pages, et t'en as plein le cul, c'est-à-dire que tu commences à tourner, t'en as déjà marre, tu peux plus le voir en couleur, ton film, mais t'es obligé de le faire en plus. Donc on préfère, comme dans un Rubik's Cube, on préfère vraiment tourner notre truc dans tous les sens, puis se revoir la semaine d'après en ayant gambergé à ce projet, en se disant, par rapport à ce qu'on en a dit la semaine d'avant, puis se dire, bah non, finalement ça va pas pour telle et telle raison, bon, on va peut-être plutôt faire comme ci, comme ça, puis et si on faisait ça, hein, et si on mettait tel type de personnage. Enfin, l'histoire, elle est vraiment en perpétuelle progression, quoi. Mais
Et puis, quand vraiment on est sûr de pouvoir l'écrire, enfin, là, au début, on écrivait vraiment tous les deux. Mais maintenant, on est tellement en phase que on se dit, toi, tu prends quoi? Moi, je prends ça. Tiens, c'est là, je la sens. Je prends telle et telle scène, etc. Puis on s'envoie nos scènes. Puis généralement, ça colle, quoi. En tout cas, jusqu'alors, on met les scènes bout à bout dans l'ordre auquel on avait pensé, et généralement ça tient, quoi. Et ça part comment? Il y a d'abord un point de départ, vous dites, bon, ben là, le prochain, ce qu'il faut, c'est trouver le bon point de départ. Le squelette de tout ça. C'est très compliqué de trouver la bonne idée, déjà. C'est quelque chose qu'on n'est pas encore fait, etc. Mais puis en plus, parfois ça foire, hein, enfin souvent même. On en a raté, enfin il y a des films qu'on n'a pas réussi à monter, quoi. Là dernièrement, on était verts parce qu'on avait vraiment écrit un beau film qui se passait au Salon de l'Agriculture entre un père et son fils. Enfin, c'était un beau film, on était très contents, on avait bien bossé 6 mois là-dessus. Enfin, tu vois, tout était prêt. On avait même un producteur, on avait les acteurs principaux, tout le monde était d'accord. Mais le Salon de l'Agriculture n'a pas voulu, quoi. Parce qu'il y avait un truc un peu, il y avait une histoire de suicide à la fin, mais bon, dans le Salon de l'Agriculture, mais bon, c'est une fiction, quoi. Tout le reste, c'était plutôt un ode au monde paysan malgré tout. Mais non, du coup, ils n'ont pas voulu. On a essayé de le repasser cette année, ils n'ont toujours pas voulu. Donc voilà, ça veut dire que c'est, paf, le boulot dégagé, quoi. Mais donc, dans ces cas-là, ça nous booste encore plus, parce qu'on voit toujours notre date limite qui arrive, donc on en a réécrit un dans la foulée, enfin sur une idée qu'on avait avant, et là celui-là on a réussi à l'écrire très vite. Et on a réussi à faire le film, mais dans des conditions très légères, mais on a réussi à le faire, donc on était contents. Et pour les dialogues, c'est la même chose? Vous passez là? Comment il s'écrit? Non, on ne fait pas tellement de dialoguiste. En fait, quand on écrit la scène, on écrit le dialogue aussi, quoi. Donc, bon, peut arriver qu'il y ait un mot que l'autre facilite le travail d'une bonne idée, on peut le changer. Et puis aussi, pendant le tournage, hein, on va avec le travail un peu avec les acteurs, là, par exemple, il y a un exploit de Bouli, c'est qu'on avait très peu écrit de choses pour lui, quand il explique à Gus en tant que fils d'un héritier de l'armement qui possède son zoo, bon ben, on lui avait gentiment balancé 3-4 éléments. Ouais, tu pourrais être fils d'un mec dans l'armement, tu pourrais être ceci, cela, mais on n'avait pas le temps, on était à la bourre, machin, enfin. Et puis finalement, il a brodé, c'est lui, là, sur ce truc-là, c'est lui qui a vraiment brodé, quoi. Mais bon, c'est rarement le cas, heureusement, parce que c'est parce qu'on sait qu'il est lui-même aussi capable de le faire, hein. Sinon on n'aurait jamais fait ça avec quelqu'un qui est timide et qui... Enfin, bref. Ouais, donc quand même, en règle générale, vous laissez quand même une part à l'improvisation, ou en tout cas à des hasards comme ça? Ah ben oui, enfin, on prend tout comme une potentialité enfin, tout ce qui est surprenant, ça surprend aussi le spectateur, donc c'est des choses qui sont l'imprévu. Enfin, l'humour, c'est que ça, c'est que de l'imprévisible, en fait. C'est une situation qui a l'air d'aller de A à B, tout d'un coup, il y a un élément X qui fait que, paf, c'est renversé, ou ça s'arrête, ou ça tombe, et ça fait rire tout le monde, parce que tout le monde pensait que ça allait aller jusque-là, et ça y va pas comme ça, quoi. Donc, bah, dans le cinéma, si on veut, même le mystère, c'est un peu ça aussi, c'est arriver à pas être dans le prévisible. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais... Si, par rapport à l'improvisation. Ouais, par rapport à l'improvisation. Des moments comme ça. Il y a des petits moments quand un acteur, enfin, je sais pas, on avait tout écrit, par exemple, le Poulvord, quand il est le fan de motocross, mais c'est lui qui a trouvé un truc, mais il a trouvé j'ai bon mes jambes, tu vois, c'est un truc. Il y a peut-être en Belgique on dit ça, tu vois, j'en sais rien, donc on ne pouvait pas trouver un truc pareil, quoi. Que j'ai bon mes jambes, enfin bon, bref. Donc, attends, tu parles, on était trop heureux quand il a trouvé ce truc-là. Enfin, puis, ouais, puis les acteurs aussi doivent s'amuser, enfin, ils doivent, sur un tournage, être en phase d'inspiration, quoi. Si c'est simplement pour être des machines à débiter du texte, c'est pas tellement intéressant. Alors, ça peut se jouer par des mots, mais ça peut aussi se jouer par des expressions, par des petites choses, mais
comme on est un tournage, enfin une équipe relativement légère, on n'a pas à tout bouger si jamais quelqu'un a une idée, au contraire, quoi. Enfin, tu te souviens, Hugo, par exemple sur le motocross de Namur, c'était pas écrit l'histoire Enfin, on savait pas qu'on allait pouvoir rencontrer le vrai Stéphane Everts, quoi. Et donc, tout d'un coup, c'était une journée vraiment, il y avait beaucoup de boulot. Et puis tout d'un coup, je vois un petit gamin avec une énorme coupe qui passe, quoi. Je dis, mais attends, ça ne peut être que le fils de Stéphane Evers, puisque c'est le seul qui a gagné des cours jusque-là. Donc on suit le gamin, mais toute l'équipe, on suit le gamin avec la caméra et tout, dans toutes les caravanes et tout, et on tombe sur le vrai Stéphane Evers en train de faire du vélo, quoi. Et on lui dit, on peut faire un petit truc? Il dit, ah ouais, puis comme on a une petite caméra, petite équipe, il se dit, tiens, c'est quoi, c'est des vacanciers? Et donc du coup, bon, bah, il se fait pas prier, il le fait, quoi. Bon, il faut quand même qu'on fasse signer une autorisation de diffusion après, mais c'est le boulot de celui qui s'en occupe, quoi. Et par rapport au décor, je voudrais que tu nous dises un petit peu comment ça se passe, parce que pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a Hugues Poulain qui est avec nous, et que je remercie encore de nous avoir rejoints ce week-end, et qui est donc le chef opérateur de tous vos films, hein, voilà. des 5 films. Et puis celui-ci est encore un autre petit bijou auquel tu as participé activement. Et justement, je voulais savoir si, au moment de l'écriture, tel ou tel décor que vous allez trouver, vont alimenter justement cette écriture-là, ou c'est non, une fois que tout est écrit. Oui, bien sûr, mais là, en l'occurrence, pour ce film-là, c'est assez fou, parce que c'est un film qu'on voulait tourner à l'île de la Réunion, parce qu'il y avait un volcan, et puis, enfin bon, bref, trouver des grandes villas un peu exotiques, machin, puis en fait, on n'avait pas assez d'argent, donc on l'a tourné dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, on s'est dit, comment trouver des villas qui aient l'air d'être des villas de milliardaires, en tout cas, et puis, comment trouver une montagne dans le Nord-Pas-de-Calais, comment trouver un volcan, comment trouver... Enfin bon, bref, et c'est ça la magie du cinéma. On s'est débrouillé avec les terrils, un double terril, on s'est débrouillé avec par exemple, la villa magnifique où Velvet habite, enfin le début de la villa, c'est une villa qui est à la limite de l'abandon dans le nord, là, enfin, qui n'a pas été réhabilitée, qui mériterait de l'être. Et puis, je sais pas, la bulle en verre comme ça, c'était une maison qui appartenait à quelqu'un en Belgique. Enfin, on a fait des repérages. Ça, c'était important, les repérages pour ce film-là, parce que il fallait pas que ça ait l'air trop cheap, alors qu'on avait un budget vraiment limité, quoi. Et c'est vrai que les lieux aussi, amènent des idées. Enfin, cette maison complètement dingue de Jean-Claude Carrière au début du film, où il y a des volets comme ça qui s'ouvrent sur la façade, elle existe. Alors elle se télécommande pas avec une télécommande comme le héros le fait, mais il faut tirer des câbles à l'intérieur. Mais en tout cas, enfin, tomber sur une villa architecturalement intéressante comme ça, tu te dis, tiens, on va se débrouiller pour le mettre dans le cadre quand même, on va pas être assez con pour... Enfin, on essaye le boulot du cadre, c'est souvent ça, hein, c'est une espèce de mise en valeur et des acteurs, de la situation ou des lieux. Donc c'est vrai que le choix des lieux est très important. Et du coup, dans la plupart notamment pour Avida, mais pour la plupart aussi, vous avez déjà à peu près les cadres qui vous intéresseraient déjà en tête? Ou ça, non, pas les cadres, parce que ça serait... Enfin, c'est pareil, c'est toujours la même histoire. Faire une histoire storyboardée, c'est comme... Enfin, il y a des films extraordinaires qui ont été faits comme ça, ils sont certainement mieux que les nôtres, tout ce que tu veux, beaucoup mieux, on s'en fout. Mais nous, c'est pas notre façon de travailler, donc on veut passer à un moment de recherche. On est avec Hugo, avec Gustave, mais aussi avec l'ingé son, on est en phase de recherche, on arrive là pour travailler, pas pour faire quelque chose de déjà prédéterminé, quoi. Donc, mais c'est même dingue, et d'ailleurs on fait gaffe maintenant, parce qu'il y a certains acteurs, enfin, autant avec les gens qui ne sont pas acteurs professionnels, eux, ça ne les gêne pas, hein. Donc on peut avoir nos discussions entre nous comme ça, non, pour être là, ce serait mieux, ah non, tiens, si on se mettait là, c'est pas mal, ah j'ai une idée, si on se mettait là, ça, mais par rapport à certains acteurs plus confirmés, ils ne sont pas du tout habitués à ça, et ça les met plutôt en... Ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ces bras cassés? Ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent, enfin, ouais. Alors qu'en fait, on sait ce qu'on veut. Enfin,
on sait ce qu'on veut dans l'idée, on sait ce qu'on veut, on sait à quoi on veut arriver, quoi. Mais on n'est pas bloqué sur... Alors parfois, il y a certaines idées qui sont déjà écrites, des idées visuelles, du coup, ça impose un cadre. Par exemple, l'idée dans Altra, où il y a en même temps la machine agricole qui passe dans le fond, avec au premier plan le télétravail, l'ordinateur. Enfin, là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut déjà arriver à le faire, ce qui n'est pas simple. Mais, donc l'idée, elle est déjà là, le cadre, il est déjà là, puisqu'il a été pensé avant. Ça ne peut pas s'inventer sur place, parce qu'il faut avoir l'ordinateur, il faut avoir enregistré à Paris les gars en train de... Il faut les avoir filmés à Paris en train de s'énerver sur leurs télétravailleurs. Donc tout ça, bien sûr, c'est prévu, mais il y a aussi je sais pas, sur ce dernier film, il y a des images magnifiques. Par exemple, par exemple, Hugo, enfin, je suis avec Martin en train de grimper la montagne. Tout d'un coup, Hugo, il est en train de nous filmer comme ça en montée, puis il voit qu'il y a un nuage qui arrive. Là, c'est... Et là, c'est à la fois l'idée, mais aussi... Enfin, il faut le voir arriver, mais il faut aussi... Enfin, c'est la bonne étoile, quoi. Il faut que le nuage soit exactement la bonne... c'est fou. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, quoi. C'est quand il se passe souvent, d'ailleurs, des choses comme ça dans nos films, tout à coup, des choses venues de nulle part, comme ça, enfin, imprévisibles, et qui nous tombent dessus, et qui donnent un... Enfin, je sais pas, c'est le sel des tournages, c'est ça, quoi. Je vais faire circuler un petit peu la parole avant de pouvoir la reprendre aussi. Je voulais savoir s'il y avait déjà quelques questions ou des remarques par rapport à Vida ou par rapport au film que vous avez pu voir hier. Alors, question de Anjo, comment vous avez rencontré Rokia Traoré? Rokia Traoré, enfin, j'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle est, etc. Et je l'ai rencontrée dans un... Enfin, c'est très compliqué, mais à la fois c'est très simple. Ça, c'est peut-être une phase dont on ne parle pas, je parle jamais, mais c'est qu'en fait, ce Groland, c'est une communauté quand même. Enfin, faut quand même savoir que il se passe plein de choses en dehors, machin. Il y a des gens qui se sentent vraiment grolandais et puis nous, on a fait plein d'événements, mais sans que ça fasse partie des histoires de Canal+, hein, des jumelages avec des villes, des happenings, des délires, bon, bref. Et il y a à Montembeuf un consulat du Groland, dans un petit village, mais complètement paumé, mais génial, avec une façade peinte extraordinaire, avec une petite mémé qui s'appelle Mamie, qui est... et puis plus le consul du Groland, là-bas, et eux, tous les ans, ils organisent un festival qui s'appelle l'Imprévu Festival. Et il se trouve qu'ils ont toujours des artistes intéressants, mais c'est vraiment un festival très intéressant, parce qu'en plus, ils travaillent en main dans la main avec les handicapés, c'est-à-dire qu'ils leur font faire des spectacles, il y a des spectacles, et c'est vraiment un des seuls endroits où on est tous ensemble avec les handicapés dans le public, dans la vie, sur les terrasses, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très fort, quoi. Et il se trouve qu'il avait réussi à inviter Rokia Traoré, et que je suis tombé vraiment sous le charme de son concert, quoi. Je connaissais, enfin, pas vraiment, mais la voir sur scène comme ça m'a vraiment remué, et je me suis dit, tiens, au moment de choisir quelqu'un qui pouvait un peu représenter cette déesse mère de la nature, je me suis dit, tiens, que Rokia Traoré serait parfaite pour ça, et c'est comme à chaque fois, il a fallu la convaincre lors d'un dîner, très pudique, et à la fin, elle a accepté. Enfin, c'est quelqu'un de très engagé en plus, donc elle a donné son aval à ça. On était très fiers, très contents de la recevoir sur le tournage, quoi. Groland, ça nous aide d'une façon inouïe, parce que comme les tournages, enfin, il y a beaucoup de choses justement qu'on fait un peu à l'arrache au dernier moment, des potentiels qu'on ressent, mais ça veut dire qu'il faut tout changer, des autorisations à avoir, des trucs. C'est vraiment des budgets vraiment serrés, et donc on n'a pas pu tout prévoir. Puis on a toujours des nouvelles idées qui viennent changer tous les plans. Et souvent, c'est grâce aux Grolandais qu'on arrive à les faire, nos films, quoi. Enfin, par exemple, dans Le Grand Soir, la pataterie, enfin, si le responsable de la pataterie, qui est une grosse franchise quand même, n'avait pas accepté qu'on tourne, on n'avait pas de décor.
Mais lui, c'est parce qu'il était grolandais, il a réussi à convaincre sa direction de le faire, ce qui n'était pas du tout évident en termes d'image, c'était pas non plus une évidence. Non seulement il a réussi à les convaincre de le faire, on a tourné chez lui, on a détruit son restaurant, mais lui il y a participé à la destruction de son propre restaurant. Non, mais enfin après on a tout remis en état. Tu nous expliques un petit peu, que nous racontes l'origine justement de Groland. Et puis justement, comment il y a un certain nombre de personnes que tu cites en disant qui sont grolandais. Comment est-ce qu'on est grolandais de naissance ou est-ce qu'on peut devenir grolandais? Non, il suffit de le dire. C'est beaucoup plus simple que la nationalité française. Même en sourd-muet, il suffit de le dire. D'ailleurs, tu vas nous expliquer comment on dit grolandais. Il n'y a pas de signe particulier. Alors gros, comment tu dirais? C'est un gros pays, alors on va dire un gros pays. Voilà. Et il y a le festival, justement, le festival du film grolandais. Ouais, c'est quoi un film grolandais? C'est toute la difficulté, mais c'est des films qui sont hors normes, en fait, souvent. Enfin, ce qu'on avait dit, on en est à la 8e édition, là, quand même. Donc, on a donc 5 éditions à Quimplage. Et puis, donc, ça va être la 3e édition à Toulouse. Mais oui, effectivement, on fait un festival international du film grolandais. Donc, même ceux que, quand on demande au réalisateur hongrois là, qui a fait Hic comment ça s'appelle non, Taxidermia, etc. Enfin, bon, bref. Mais quand on lui dit, voilà, vous êtes sélectionné au Festival international du film grolandais, pour lui, c'est what? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, bon, bref. Il faut lui expliquer, quoi. Donc on dit, ouais, c'est un pays dingue et tout. Enfin, bon, bref. Puis on explique les films qu'on a choisis à côté, tout ça. Enfin, puis, donc on arrive à convaincre même, on a même convaincu les Monty Python de venir, on a même convaincu plein de gens de venir comme ça, quoi. Ben, c'est un pays, un film grolandais, c'est un film qui est soit engagé, enfin d'abord plus drôle, c'est quand même important, enfin drôle c'est important, engagé ou bizarre, quoi. Mais en tout cas hors norme, en tout cas. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye vaguement de définir le côté grolandais, quoi. Et pourquoi vous êtes parti pour... On aurait pu dire un festival du film alcoolique, mais bon. Pourquoi vous êtes déplacé? Pourquoi vous êtes déplacé de Caen pour aller à Toulouse? Parce que Caen c'était super bien, mais ça commençait à devenir trop gros, trop cher. C'est-à-dire que comme il n'y a qu'une petite salle de cinéma et qu'on a on a d'abord commencé par une salle de cinéma et des concerts, mais les concerts ça devenait un bordel. Enfin, ils ont appelé l'armée. Enfin, bon, bref. Donc on a décidé de moins faire de concerts et plus de cinéma. Donc, comme il n'y avait qu'une salle, on a d'abord monté un chapiteau la deuxième année, un troisième. Puis à la fin, on s'est retrouvé avec 4 chapiteaux, ça vaut la peau du cul. Et puis en plus, la région flippait, ils avaient peur qu'il y ait des morts, je sais pas pourquoi, mais alors qu'il n'y a jamais eu que des gens un peu en forme. Mais donc il fallait qu'on paye aussi un hôpital de campagne, il fallait qu'on paye... Non mais carrément les CRS et tout, non seulement, enfin c'est à nous de les payer en plus, quoi. Il faut tout, et carrément les jeunes descendaient, les punks à chiens descendaient du train là-bas, à rue, là, ils étaient fouillés dès leur sortie du train, donc ça devenait un peu lourd quand même. Donc on a dit, bon, ça si c'est pour aller... que les mecs se retrouvent au poste à cause de nous, donc on a calmé le jeu, quoi. Mais non, mais c'est surtout que la région a arrêté, ils ont coupé les villes. Et là, en 8 éditions, est-ce que vous avez essayé de pousser pour qu'un certain nombre de ces films puissent sortir en salle ou pas? On n'arrête pas. Si, on essaye, mais c'est compliqué la distribution. Mais il y a maintenant quand même des films qui le revendiquent sur leur affiche et tout. Hein, donc c'est pas ça jusqu'alors qu'il les fait marcher. Bon, un Grolandais préférera toujours voir un bon demi qu'aller voir un film. Hein, faut quand même le voir. On se comprend. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que, je sais pas, dernièrement, je sais pas, par exemple, un film qui est chez vous en ce moment, Bad Cops, Wrong Cops, ça, ouais, au cinéma, c'est un film génial, quoi. C'est un film qu'on a primé à notre dernier festival, et le prix Albert Dupontel, en plus, quand même.
Et je sais pas si ça fonctionne ou pas, mais moi je trouve que c'est un film digne des premiers Cohen. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très fort dans ce film. Et il est un peu passé à l'as. Enfin, je trouve que la presse aurait dû un peu plus le pousser. Alors, nous, on lui a accordé les papiers groenlandais, etc. Mais ça n'a pas suffi, peut-être. Je ne sais pas. Non, mais il y a eu les principaux films. Il y a même des films qui sont sortis grâce au festival. L'année dernière, il y a un film allemand extraordinaire d'un jeune Allemand qui s'appelle Heavy Girls, qui est sorti mais dans très peu de salles, mais au moins il est sorti en France, donc on l'a vu, on l'a vu à Paris avec ses acteurs principaux qui étaient sa mère et son oncle, mais en tout cas le film est sorti en salle, donc il était vraiment content. C'est pas... Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas non plus la possibilité de les faire fonctionner pour autant. Nous, on pourrait peut-être accueillir tous les ans soit le prix du Pontel, soit le Grand Prix de Groland. C'est-à-dire avec nos films. Au moins le Grand Prix. On avait eu deux, une fois, on a eu pour Louise Michel. J'étais fort gêné. Qui s'attribue lui-même le prix. Très gêné. Ouais, merci beaucoup. À moi. J'ai beaucoup aimé mon film. Non, mais c'était un jury indépendant, sinon j'aurais jamais osé recevoir. Et quand tu vois l'évolution justement sur les 5 films, Ouais. on n'est quand même pas sur les mêmes budgets entre Altra et puis le 5e, donc, Ouais. le Grand Soir. Est-ce que toi justement et Gustave, vous avez senti une vraie différence en tout cas pour pouvoir travailler? Est-ce qu'il y a eu une pression plus importante du coup parce que plus de moyens, ou au contraire ça vous a permis de faire plus que vous voulez, donc en termes de liberté, beaucoup plus ou pas? Non, mais ça nous a redonné envie. Enfin, on est content parce que le fait d'avoir travaillé avec Gérard, c'était un moment magnifique. Le fait d'avoir réuni Albert et Benoît, pareil, c'était un de nos rêves, donc on est super content. Mais là, pour le coup, après, on voulait revenir à notre philosophie de base, sur un tournage vraiment. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, on ne fera pas un énorme film, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, dans le mood actuel, on voulait revenir à quelque chose de très, très simple, très léger, mais dans la liberté, quoi, dans le fait de se retrouver seulement quelques-uns, 6-7, en pleine cambrousse, avec une caméra, et essayer de faire un film, quoi. Sans aucune contrainte, justement, et en se donnant la possibilité de tout changer tout le temps, et de voir de quoi on était encore capable. Et en termes de plaisir, est-ce qu'il y a un plaisir différent en faisant un film de cette façon-là? Je crois que Hugo, je crois qu'on n'a jamais vécu un film aussi, un tournage aussi fluide et apaisé, quoi. En tout cas. Oui, c'est beaucoup moins de stress, quoi. Ouais, beaucoup moins de stress. Enfin, je sais pas stressant, mais bon. Non, Parce que équipe plus réduite aussi. je sais pas, on était bien. C'est surtout qu'il n'y a pas des camions à déplacer. Ouais, c'est quand même un gros. Ça devient vite un gros bordel, hein, une cantine, des gens partout. Puis bon, s'occuper des acteurs malgré tout, parce qu'il ne peut pas les laisser là en plan au milieu du jeu, donc ça veut dire un camion pour eux, etc. Enfin, tout devient plus. Justement, ce type de tournage-là, plus lourd, parce que beaucoup plus de monde et beaucoup plus de moyens, peu importe, mais en tout cas, vous n'êtes plus à 7 dans une camionnette. Du coup, ça doit quand même pas mal gêner sur votre façon de travailler, qui est un peu un work in progress, c'est-à-dire vous avez écrit, puis vous êtes... Parce que là, d'un coup, souvent, par exemple, 40 personnes qui attendent. Le dernier, je me souviens qu'on a failli un peu se friter, même entre nous, dans le dernier film, quoi. Parce qu'on se rendait compte que on était... on ne pouvait plus travailler comme on travaillait avant, c'est-à-dire que du coup, plutôt que de choisir vraiment sur place, comme on l'a fait souvent, on essayait d'en parler la veille ou le matin vachement plus tôt pour pas gêner le travail au moment X, avec les acteurs eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que quand les acteurs arrivent, on puisse leur dire clairement, bon, toi tu fais ça, tu vas là, tu vas là, quoi. Parce que c'est quand même stressant. Je me souviens de la première... les acteurs, ils cherchent leur marque aussi, ils savent pas exactement où... Et donc, première scène de mammouth dans la charcuterie industrielle, qui est une vraie charcuterie industrielle autour de chez moi, quand on se retrouve face à Depardieu qu'on a vu que dans
dans des restaurants, tout ça, de façon sympathique et tout, mais avec qui on n'a jamais travaillé, quoi. Quand on lui fait porter une énorme carcasse de bœuf, et puis lui, il est là, bon, bah, très bien, là, et il te dit, hein, bon, moi, je vais partir de là-bas, je vais aller là-bas, quoi. Bon, si tu dis oui, bah, t'es mort, quoi. Alors, je lui dis, non, tu vas pas partir de là-bas et d'aller là-bas, tu vas partir de là, et tu vas aller là-bas, parce que il y a les gens dans les bureaux derrière, quoi. Et là, il se dit, ah merde, bon, ils savent ce qu'ils veulent, bon, bah, d'accord, alors. Mais c'est vrai, hein, c'est des rapports un peu, il faut trouver à chaque fois, il faut leur donner envie, quoi. Enfin, il faut pas trop les laisser en vrille non plus, quoi. Bon, enfin, une demi-journée, il avait compris. Ouais, après c'était bon. Après on était vraiment en phase aussi avec lui, là, pas de problème. Mais bon, il est toujours comme ça, il tente. Dans la scène avec Gus, il dit, bon, il commence à mettre ses post-it, tu te souviens? Il commence à mettre ses post-it avec ses dialogues, quoi. Comme il doit faire dans plein de films, quoi. Ah oui. Moi, je dis, ah non. Alors, j'enlève les post-it, je dis, bah non, mais dans ces cas-là, dis les mots qui viendront, parce que si c'est pour faire ça... Pour lire le texte hors champ, ouais, parce qu'il oublie. Voilà. Et ben en fait, il le savait, son texte, quoi. Donc il a fait la scène qu'on voit qui est géniale, et il le savait au mot près, mais c'est un truc, il avait peut-être besoin de ça pour se rassurer, tout simplement, quoi. Mais bon... voilà, mais bon, s'il y a plein des petites choses comme ça qu'il ne faut pas laisser passer, c'est tout. Et on continue, et on va bientôt finir parce que tu as un train dans pas trop longtemps, donc on va essayer de pas le rater. Je voulais voir aussi si vous aviez aussi quelques remarques ou questions, peut-être sur Avida qu'on vient de voir. Ouais. Non, mais c'était plus par rapport à Mahmoud. Je voulais savoir comment vous aviez réussi à persuader Depardieu de vous suivre dans une aventure comme ça. Bah, en fait, je sais pas, je pense pas que ça soit de la chance, mais est-ce que quand même on s'est rendu compte après coup que lui ne connaissait pas Groland et il ne connaissait pas nos films, quoi. Donc pendant le film, on lui a fait passer les DVD de nos films, on lui a fait regarder Groland pendant le tournage et tout. Ça l'a fait marrer, tout ça va, mais il ne connaissait pas ça. Et donc on a appris qu'il a... Mais nous, c'est vraiment l'idée, c'était lui, hein, c'était personne d'autre, quoi. Lui sur une mammouth, quoi. Et donc, avec Yolande, qui jouait sa femme. Et donc, on a réussi à savoir qu'il avait un restaurant dans Paris. On a quand même fait savoir aux gens du restaurant qu'on passerait. Et puis, pour être sûr qu'il soit là. Et puis, on est venu et on lui a exposé l'idée, vraiment tout simplement, quoi. L'histoire d'un gars qui est à la recherche de ses papiers pour avoir sa retraite et qui se retrouve en train de bourlinguer en France entière pour récupérer des papiers, enfin un motard sur une mammouth, etc. Avec Yolande Moreau qui jouait sa femme. Mais lui c'est quelqu'un de vif aussi. Enfin, il nous écoute, il est instinctif, il nous sent bien déjà. Enfin, on sent qu'il n'y a pas d'animosité, qu'on est on est en phase, quoi. Et puis il comprend tout de suite le truc, le film. Et il comprend tout de suite l'intérêt. Il dit ah oui d'accord ouais. Il nous dit, mais ouais, c'est bien, ça c'est bien, ouais, c'est bien. Mais je savais qu'il était motard aussi, hein. Enfin bon, bref. Ouais, ça c'est bien. Mais il faut que ça soit un film d'amour, avec elle. Il faut vraiment qu'il y ait... Voilà. Mais il avait raison d'ailleurs. Et nous, on n'avait pas encore écrit une ligne. Hein. Il me dit, bon, bah je le fais. Bon. Je le fais, non, je le fais. Bon, bah très bien. Mais il me dit, offrez-leur je leur offre le vin, quoi. Il fait une grosse connerie. Et il se barre sur son scooter. Alors nous, bien sûr, Gus, tellement heureux de cet accord de principe, nous arrosons ça. Et je me retrouve dans le train, mais un peu éclaté, quoi, avec un manque de souvenirs un petit peu. Et j'écoute ma boîte vocale, et j'entends la voix de Depardieu qui me dit mais putain, mais si je te dis que je le fais, quoi. C'est pas entre pompiers qu'on va se marcher sur le tuyau. Oh la vache. Alors déjà, c'était drôle, mais ça voulait dire quand même que je l'avais appelé pour dire ouais, tu dis que tu le fais, mais tu vas pas le faire. Comme ça. Donc, quand même, j'en ai encore échappé belle sur ce coup-là. Non, mais ça s'est fait aussi simplement que ça. Mais puis ensuite, on lui a bien sûr montré le scénar, etc. Ça, on a eu d'autres rendez-vous avec lui qui étaient aussi drôles, mais il a été génial parce qu'il a même bien voulu faire des essais
pellicule, hein. Hugo, c'est fou, hein. On n'était pas sûr de notre inversible, de notre qualité de péloche qui est très très granuleuse, à la limite du Super 8, mais on voulait faire des essais, mais on voulait les faire plutôt avec lui, quoi. On voulait voir ce que ça donne avec lui, quoi. Donc, mais il a dit, moi, des essais caméra, vous êtes cinglés. Allez, si, déconne pas. Bon, il est venu dans un petit troquet et tout, c'était chouette. Enfin, il a toujours été vraiment avec nous. Et Adjani, du coup? Ben, Adjani, pareil, on l'a rencontré, mais là, on a dû peut-être le faire via son agent, je me souviens plus très bien, mais en tout cas, on l'a rencontré chez elle. Puis ça, je sais pas, ça s'est bien passé. On s'est dit, tiens, ça aurait pu être une copine d'école, enfin, je sais pas. On a eu un bon feeling. Chabrol. Chabrol, oui. Ben, Chabrol, ouais, parce que là, je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est un rôle de zoophile, de zoophile pervers qui se tape des animaux de zoo, donc c'est quand même pas évident à proposer à Chabrol. Mais au contraire, ça l'a fait rire, t'es mort de rire. Il dit, ah bah bien sûr, ça se refuse pas. Non, mais c'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, et donc, enfin, je l'avais rencontré sur un festival, puis revu après une fois ou deux, bah, lui, il était toujours partant pour les coups un peu disons, hors normes. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Petite réaction, peut-être? Oui. Chabrol, zoophile, Dupontel un petit peu trash et misogyne. Et moi, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aurais bien aimé choper le numéro de Velvet parce qu'elle me plaisait vraiment beaucoup. Ah bah ouais, c'est vrai. Bah, je peux te le filer, hein, si tu veux, si ça t'intéresse réellement. Ah ouais. Volontiers. Oui, c'est vrai que les... Ouais. Pas beaucoup de femmes. Sinon, en termes d'entrée, Le Grand Soir et donc Mammouth, ça s'est bien passé. Ça donne les moyens après de refaire d'autres films, parce que bon, c'est quand même une réalité qui permet de... Ouais, mais en fait, en termes vraiment purement d'entrée, Mammouth, c'était notre plus gros succès qui a fait genre 900 000 entrées, et Le Grand Soir, ça a dû faire à peu près 500 000, quoi. Et Louise Michel, 450 000, et celui que vous venez de voir, 10 000. Non, peut-être 20 000, je sais pas. Mais nous, on était très fiers quand même. C'est bien, hein, c'est bien. Hein. C'est pas bien. Le public. C'est pas bien. On va devoir y aller, Benoît, sinon ce sera le prochain train. Parce que je vais directement à Angoulême, il n'y en a pas beaucoup. Un très grand merci, Benoît Delépine, d'avoir passé ce week-end avec nous. Merci aussi à Hugues Poulain. Et puis on a hâte de voir le prochain qui est déjà dans la boîte. Et puis il y a Ablation aussi qui sort bientôt, qui a été tourné sur l'île. Oui, c'est vrai. Par un jeune réalisateur de 24 ans qui s'appelle Arnold de Parsco. Voilà. Tu sais à peu près quand va sortir le film? Je pense que ça doit sortir le 16 juillet après la Coupe du Monde. Mais quand même, on n'est pas assez con pour le sortir pendant. Merci beaucoup. Merci aussi à Thibaut et Christelle de VIA qui ont fait cette interprétation pour nous. Et puis je vous donne rendez-vous encore dans la semaine avec deux autres films qui seront sous-titrés. C'est donc Donoma de Jean Carénard. Le réalisateur sera présent ainsi que l'une des actrices. Et puis également, on parlait de Piala, L'Enfance nue, qui également est sous-titré. Donc voilà. Bon fin de dimanche, et on se retrouve dans à peu près une heure, un petit peu moins, avec Mammouth pour finir ce week-end spécial Delépine qui revient. Bon retour. Merci beaucoup. Merci vraiment à toute l'équipe de Cinémonde. Alors je ne sais pas si vous avez si quelqu'un connaît Martine Aubry dans le public, mais ça serait bien de la convaincre de mettre au moins ne serait-ce qu'un petit sou dans ce festival pour que la région suive après, parce que c'est un festival magnifique, ça fait 10 ans que ça existe. C'est la deuxième fois que je viens, à chaque fois je suis très heureux de venir, quoi, heureux de leur programmation et de leur esprit. Voilà. Je remercie d'ailleurs tous les bénévoles qui permettent à ce festival de se faire.